Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Twitch, bienvenue dans notre émission Les Croisés. Tu connais comme tous les jeudis, une émission à base de sport, à base de débat, et ça tombe bien parce qu'avec Julien ici présent à mes côtés. Salut tout le monde, c'est Nico. Salut Julien, c'est un débat prometteur qui s'annonce, aujourd'hui avec notre invité. On reçoit Fabien Bonnel que vous voyez, qui est en direct depuis Montpellier. Salut Fabien. Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous. Salut. Fabien Bonnel, donc, qui est membre fondateur des Irrésistibles Français, donc le principal groupe de supporters de l'équipe de France. Et autant dire un passionné, un vrai, il va nous en parler aussi, mais qui a décidé de faire l'impasse sur la Coupe du Monde au Qatar. Il n'ira pas, il ne regardera pas les matchs, on va en discuter avec lui. Il va nous expliquer pourquoi. D'abord, je voulais te demander, Fabien, pour qu'on comprenne aussi un peu la portée de ta décision. Depuis combien de temps en fait, tu accompagnais les Bleus, depuis quelle année tu faisais les compètes? Les compètes depuis 2006, donc 16 ans cette année, ma première compète. Et sinon les Bleus, 20 ans cette année, mon premier match de l'équipe de France. 20 ans ton premier match de l'équipe de France? Il y a 20 ans, ouais. Il y a 20 ans, d'accord. Du coup, pour entrer dans le vif du sujet, explique-nous donc cette décision, en quoi elle consiste et pourquoi tu l'as prise. Alors ma décision, elle est ma décision définitive et avec le fait de ne pas regarder même à la télé le mondial, c'est assez récent, ça remonte à l'année dernière, à 2021, à des discussions que j'ai pu avoir et des débats que j'ai pu avoir. C'est pour ça que j'aime bien participer au débat parce que ça permet de se challenger, de réfléchir par rapport à sa position, à ce qu'on en pense et puis voir ce qu'on fait pas. Mais sinon, évidemment que depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, je ne la cautionne pas parce que je suis dans ce contexte aussi où le business, je pense, pourrit le football de plus en plus. On le voit avec les Super League, avec les Coupes du Monde tous les 2 ans, avec tout ce qu'on veut, enfin tout ce sur quoi les institutions essayent de faire ramener de l'argent dans leur poche, au détriment de celle des supporters et des passionnés de football qui dépensent de plus en plus sur ces sujets. Et donc voilà, au début, c'était de me dire, en plus le Qatar n'était pas encore impliqué au Paris Saint-Germain et en France, on ne le connaissait pas vraiment. Donc un acteur qui débarque pour du soft power et qui s'achète cette Coupe du Monde, en tout cas l'organisation de cette Coupe du Monde. Et donc évidemment que ça fait débat, qu'on en parle depuis très longtemps. On pourra y revenir aussi sur la temporalité du boycott qui est un sujet très intéressant. Donc, ça fait un moment qu'on en débat. Et évidemment, l'article du Guardian m'a fait réfléchir beaucoup plus sur ma position. Au début, c'était par rapport surtout aux droits des femmes que j'avais des réticences à aller au Qatar en 2018. Début 2021, je te permets juste. C'est pas que du Guardian, c'est ça, c'est en 2021, c'est sur les morts. 2021, je crois, ouais. Celui sur les 6500 morts, là où ils sortent le chiffre. Exactement. Et en fait, j'ai l'habitude de faire les grandes compétitions avec ma compagne, même les matchs de l'équipe de France avec ma compagne. Et au niveau du droit des femmes, elle ne se sentait pas, elle, d'aller au Qatar, ce que je pouvais comprendre. Et donc, avec tout l'historique sur ce foot business, je ne me voyais pas non plus aller au Qatar, sans penser à la retransmission, au fait de ne pas la regarder. Et donc, évidemment, l'article du Guardian a changé beaucoup de choses par rapport à tout ça, parce que là, c'était vraiment une position définitive sur ma participation à cette Coupe du Monde sur place, en me disant tout simplement, est-ce que je serais assez libre dans ma tête pour faire la fête, tout en sachant qu'à l'endroit où je me trouve, il y a des salariés, peut-être des dizaines de salariés, d'ouvriers, qui sont décédés. C'était un lieu de construction où il y a eu énormément de morts et certainement des morts à l'endroit où je me trouve. Est-ce que j'arriverais à me déconnecter de tout ça et à vraiment profiter de la fête, à vraiment vouloir faire la fête et profiter de la fête par rapport à cette problématique? Et je me suis assez vite dit que non, je n'aurais pas la conscience assez libre pour le faire et je pourrais pas oublier ce qui s'est passé. Et donc, je ne cautionnais pas le traitement des ouvriers étrangers par le Qatar. Et donc, je ne participerai pas sur place en allant encourager mon équipe sur place. Et donc, évidemment, ça fait débat même entre nous, au sein de membres de l'association, et tant mieux. Et l'association a pris une position de neutralité par rapport à cette Coupe du Monde au Qatar, qui est toute à l'honneur de tous nos adhérents, de se dire,
bah, moi, est-ce que je veux y aller? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je cautionne? Enfin, c'est même pas le fait de cautionner ou pas, c'est le fait de placer le sport au-dessus peut-être de ces problématiques et de se dire bah, il y aura toujours de toute façon des choses qui n'iront pas dans les pays où on va, plus ou moins, et j'ai pas envie de rentrer dans cette politisation de mon supportariat et j'ai pas envie qu'on me prenne en otage, moi, supporter, pour des décisions qui ne m'appartiennent pas. C'est pas moi qui ai décidé d'attribuer cette Coupe du Monde au Qatar, ce que je comprends. Mais voilà, on a beaucoup débattu autour de tout ça entre nous et c'était top, des super échanges entre ceux qui y vont, ceux qui y vont pas. Et au final, on s'est dit avec des amis, mais en fait, aujourd'hui, le business du football repose beaucoup plus sur la télévision que sur ma présence dans un stade et que la présence des supporters dans les stades. Et donc, si on veut faire passer un message pour l'avenir sur le fait de ne pas subir de nouveau ces questions morales, de se dire est-ce que je dois condamner, est-ce que je dois regarder, est-ce que je dois pas regarder, c'est pas le Qatar en fait qu'on cible par ce boycott et que je cible par rapport à ce boycott, c'est la FIFA que je cible directement et ma petite action et le fait que j'ouvre le débat et je suis pas là pour inciter les gens à boycotter non plus, je suis là pour donner ma position et peut-être que des gens partagent ou ils diront bah, il est complètement à côté de la plaque et ça renforce mon idée de regarder cette Coupe du Monde ou d'y aller. Mais voilà, c'est de profiter de ça pour des échanges et de dire bah, moi je condamne et si j'éteins mon poste et si on est plusieurs à éteindre notre poste, voire si on est des milliers ou des millions à éteindre notre poste, et je pense qu'il y a un mouvement qui prend surtout en Europe, et ben peut-être que la FIFA se posera les questions demain en voyant ces audiences qui baissent et donc l'impact sur les sponsors et sur le prix qu'ils font payer à leurs sponsors, le prix des droits télé, etc. En se disant voilà, bah, si on veut pas revivre ça, à l'avenir, on fera attention à la manière dont le pays à qui on attribue la Coupe du Monde organise sa compétition. Rappelez le chiffre, ouais. Du coup, de quoi le chiffre juste des droits télé, ce que ça représente pour la FIFA. Ouais, c'est 55%, parce qu'on en a parlé ce matin justement avec Julien, c'est 55% des revenus de la FIFA sur une Coupe du Monde, les droits télé. Donc c'est largement devant la billetterie, les revenus commerciaux, tout ça. C'est le premier levier effectivement de protestation. Chez les IF, le supportariat de demain, c'est les droits télé et que demain, enfin l'expérience en tout cas, l'expérience du foot serait construite autour de la retransmission du football et plus autour des stades. S'il y a à trancher demain entre une amélioration du business par spectateur, téléspectateur plutôt que l'expérience supporter dans le stade, tout ira vers le téléspectateur parce que ça représente beaucoup plus que la billetterie. Chez les IF, ça représentait les proportions dans le débat entre ceux qui voulaient y aller, ceux qui ne voulaient pas y aller. Comment, au final, alors, ça a donné quoi? C'est du 50-50, du un quart? Factuellement, je ne peux pas dire parce que je n'ai pas débattu avec les 1600 de nos adhérents. Et donc, on n'a pas fait un grand débat et des statistiques et des sondages sur je cautionne pas, j'y vais pour telle ou telle, enfin, pas pour cette raison. Le factuel que je peux te donner, moi, c'est qu'on est 1600 adhérents, qu'on était 600, 650 à au moins nous rendre à un match de la Coupe du Monde 2018 et qu'on sera au maximum une centaine là d'adhérents qui se rendront au Qatar pour encourager l'équipe de France. D'accord. Et est-ce que ceux qui restent ici, comme toi, qui ont fait le choix de ne pas y aller, ils vont regarder des matchs eux aussi ou ceux qui restent boycottent aussi? Il y a de tout. Il y en a qui vont regarder, il y en a qui ne regarderont pas. Et comme je te dis, je parle pas forcément, on n'a pas un WhatsApp ouvert avec les 1600, donc j'ai pas le retour de tout à chacun, je connais pas la proportion. Ce que je peux dire aussi sur la différence entre les 650 en 2018 et la centaine maintenant, c'est évidemment, il n'y a pas que le boycott là-dedans. Il y a en premier lieu des problèmes financiers, parce que ça coûtait très cher ces billets d'avion, plus l'hébergement sur place. Et en parlant d'hébergement, la deuxième problématique importante, ça a été la logistique pour les supporters de l'équipe de France. Et jusqu'à aujourd'hui, tout n'est pas encore clair pour les supporters. On est à quelques jours, quelques heures de l'ouverture de la Coupe du Monde et quelques jours du premier match de l'équipe de France. Et aujourd'hui, alors qu'on travaille vraiment énormément avec les instances, et notamment avec les instances internationales et l'organisation au Qatar, pour avoir le maximum d'informations en termes de logistique, aujourd'hui, on ne sait pas si le matériel supporter d'animation, drapeaux et autres banderoles pourra être utilisé dans les stades et pourra être amené au Qatar. Et on est à quelques heures, alors que c'est des choses qu'on demande et des questions qu'on pose depuis des semaines, voire des mois, même des mois. Donc, il y a un vrai problème logistique et la logistique principale, ça a été à l'ouverture de la billetterie début avril.
c'est qu'il y avait un vrai problème d'hébergement. Il manquait plus de 90 000 hébergements au Qatar pour penser accueillir les supporters qui viendraient. Et jusqu'à encore il y a quelques jours, et même maintenant, il y a encore des problèmes d'hébergement parce que je pense que vous avez vu que le Qatar met en place des navettes avec les pays limitrophes et les grandes villes limitrophes pour amener des supporters qui ne pourraient pas être hébergés sur Doha. Et j'en profite simplement, tu parles des trajets, donc de l'empreinte écologique en plus que ça suppose. Et je rebondis un peu ce que tu disais un peu plus tôt, c'est que là, il y a le Qatar, mais dans 4 ans, c'est 3 pays sur un énorme continent, c'est 48 Coupes du Monde à 48. Il y a moins d'1 an, c'était les JO d'hiver. À Pékin, on a un peu l'impression que quand on est fan de foot comme toi, de sport, chaque compétition, maintenant, ça va être un vrai problème de conscience. Et est-ce que ça, déjà, tu l'envisages au-delà du Qatar ? Totalement, mais c'est pour ça en fait. L'action d'aujourd'hui, c'est aussi pour demain. Et c'est surtout pour demain, parce que j'espère encore quelques Coupes du Monde à vivre ou quelques Jeux Olympiques, et j'ai envie que ces problématiques, ces valeurs rentrent en compte dans l'organisation. On n'est pas sur de la politique. Moi, je ne rentre pas dans le culturel pour ne pas regarder et boycotter complètement cette compétition. Je rentre pas sur le culturel, je rentre pas sur le fait que je pourrais pas forcément boire de bière librement au Qatar. C'est pas ça aujourd'hui qui amène ma réflexion et mon boycott. C'est vraiment les questions des droits humains, du fait que la FIFA aussi rejette tout questionnement, toute problématique sur cette organisation. Ferme les yeux. Et jusqu'à hier, dans l'article de l'équipe, la secrétaire générale de la FIFA disait qu'il n'y a pas de problème d'homophobie. On ouvre peut-être une autre problématique, mais il n'y a pas de problème d'homophobie au Qatar. Or, l'homophobie est criminalisée. L'homosexualité est criminalisée au Qatar. On risque la prison pour un bisou entre personnes du même sexe au Qatar. Donc, la FIFA se ferme complètement à tout ça, à tous ces problèmes, plutôt que les affronter, plutôt que les prendre en compte, essayer de les traiter en avance, de les anticiper. Et puis, de dire, c'est la culture, on va essayer avec le pays de voir ce qui est faisable ou pas. Mais de toute façon, on sait que l'homophobie n'est pas autorisée l'homosexualité n'est pas autorisée au Qatar. C'est leur culture et basta. Non, aujourd'hui, la secrétaire vient nous dire non, il n'y a pas de problème d'homophobie au Qatar. On peut en discuter. Mais voilà, la FIFA, je pense, se fait fermer les yeux par l'argent des pays organisateurs, et notamment le puits sans fond des finances qataris. Et derrière, prend l'argent et essaye d'aller dans le sens du business. C'est ce qu'on se dit, c'est ce que tu viens de dire avec la Coupe du Monde à 48 pays. Il faut se rendre compte qu'une Coupe du Monde à 48 pays, c'est d'un côté, c'est politique, c'est pour faire plaisir aux fédérations, pour dire, on a ouvert aussi aux petites fédérations, votez pour moi la prochaine fois. Et c'est aussi une Coupe du Monde à 48 pays, c'est plus de matchs aussi, donc c'est plus de droits télé, c'est plus de matchs diffusés, et ça ramène plus d'argent dans les caisses de la FIFA, évidemment. Ouais, c'est ce qu'on se disait d'ailleurs tout à l'heure, parce que en disant même s'il y avait une baisse significative du nombre de personnes qui regardent cette Coupe du Monde-là au Qatar, et en gros, pour dans 4 ans, on sait déjà qu'il y aura plus de matchs, donc a priori, les droits TV, ils vont même pas les revendre moins cher. Enfin bon, on verra. Et quand, là, Gianni Infantino, on voit, c'est le seul candidat à sa succession pour un 3e mandat, là, pour les prochaines élections. C'est pas trop désespérant quand tu regardes ça. Peut-être qu'il va déménager de Doha à New York en vue de la prochaine Coupe du Monde. Rappelons il y a quelques mois de ça, Infantino. Rappelons qu'il vit effectivement à Doha à l'année. Il s'est rapproché un petit peu pour être au plus près de l'organisation. Moi, j'avais quand même une petite question un peu plus légère. Tu vois, c'est vrai que là, tu vas boycotter, tu vas t'y tenir, ça y est. Mais malgré tout, à un moment donné, il va y avoir des matchs. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire malgré tout pour t'occuper pendant ces matchs-là ? Parce que sinon, ce sera impossible à tenir. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, mais totalement. En tout cas, sur le premier tour, j'ai quand même regardé et c'était assez marrant justement de voir quand est-ce que ça tombait et qu'est-ce que je pourrais faire. Mais je suis joueur et entraîneur de handball à côté de mes activités en plus. Et j'ai entraînement le soir du France-Australie le mardi soir. Donc, bien, alors. Super. Je vais m'amuser avec mes potes au hand. Le samedi, je vais organiser quelque chose avec des amis qui aussi ne regardent pas la Coupe du Monde pour se faire une petite après-midi soirée, certainement raclette, vu que c'est pas la Coupe du Monde des rosés barbecue. Et le mercredi du France-Tunisie, je crois qu'il est à 16h en France, 16-17h en France.
Et j'ai des réunions déjà de Calais sur le mercredi après-midi pour ce match-là. Donc, pour l'instant, ça va. Après, je vous avoue que les Coupes du Monde, c'est toujours des souvenirs de fou. La Coupe du Monde en Russie, je ne l'ai pas faite de A à Z sur place. J'ai aussi fait des matchs en France. Et j'ai des grands souvenirs de moments, surtout sur les matchs à élimination directe du huitième et du quart, où j'étais dans des endroits dans le public blindé et je me rappelle exactement ce que je faisais à la seconde du but et comment j'ai vécu le but. C'est ça, en fait, c'est pas le match en lui-même. C'est l'émotion collective. Je vais faire quelque chose, je vais être avec du monde pendant ces moments-là, mais c'est plus le fait de potentiellement louper ce genre de plaisir qui était le but de Pavard, qui est le but de Varane, qui a été le but d'Umtiti et les buts que j'ai vécu après, où c'est vraiment des moments d'explosion en termes d'émotion dont on se souvient toute une vie. Mais voilà, aujourd'hui, ma conscience fait que je m'en tiens à mes valeurs. Et tu restes quand même un passionné. Et est-ce que les résultats des Bleus, tu vas quand même les regarder ou finalement ils t'importent peu là pendant cette Coupe du Monde? Comment tu... Non, je souhaite le meilleur à l'équipe de France. J'espère qu'ils iront le plus loin possible, qui rendront heureux les supporters français qui se rendront sur place aussi, parce que eux vivent de cette passion pour beaucoup. Et donc, je souhaite à mes amis, en tout cas, qui seront sur place, de vivre le meilleur sur place. Et pour avoir vécu 2018, je sais à quel point le meilleur peut être une victoire en Coupe du Monde pour nous passionnés. Et les résultats, évidemment que je les aurai. Je ne vais pas couper mes applis avec qui me donnent les scores. C'est pas ces applis aujourd'hui qui font vivre la FIFA. J'aurai certainement les buts qui m'arriveront en temps réel, mais je regarderai les résultats. Mais au-delà de ça, comme je l'ai fait pour 2018, parce que pas 2018 pour Pékin, pour les JO à Pékin, quand je tombais sur les JO olympiques, je changeais de chaîne. Je me demande dans le chat s'il y avait déjà eu cette réflexion avant la Russie, quand même aussi. Avant la Coupe du Monde en Russie. Moins parce que, comme je le disais, moi, ce qui m'a vraiment confirmé sur ma position, c'est les morts sur les chantiers. Je crois que les organisations internationales, alors certains me diront qu'il n'y a pas de gradation dans l'horreur, mais les organisations internationales ont révélé une vingtaine de morts sur les chantiers de construction en Russie, là où ils ont révélé l'année dernière, il y en a peut-être eu d'autres depuis, plus de 6500 cette année. Donc voilà, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et moi, ma réflexion par rapport à la politisation du football, j'entendais encore les déclarations du président de la République là en disant qu'il faut écarter le sport de la politique, le football de la politique. Le football est complètement imbriqué dans la politique et vice-versa. Et la politique est complètement impliquée dans le football. Les liens existent et donc c'est compliqué de se dégager de la politique aujourd'hui quand on parle du football, tellement c'est un poids puissant, le football. Et en fait, mes réflexions depuis toujours sont quel est moi mon impact, quel est l'impact du football sur la politique, mais je ne m'intéresse pas à la géopolitique en général quand je pense au football. Je pense vraiment aux soucis liés, engendrés par le football dans la politique et dans les décisions que je vais prendre. Aujourd'hui, c'est la présence des supporters et c'est l'organisation de cette Coupe du Monde et c'est la présence des supporters dans les stades et dans le métro, etc., qui a fait que le Qatar a construit en masse, parce qu'on ne parle pas aussi de l'empreinte écologique de cette Coupe du Monde qui est supérieure à toutes les précédentes, et au fait qu'on a construit des choses pour accueillir un nombre de personnes démesuré sur un mois donné et que ce n'est pas des infrastructures dont ils vont se servir tous les jours par la suite. Donc, c'est aussi du gâchis par rapport à tout ça. Mais bon, c'est leur problème financier. Mais au-delà de ça, c'est le fait d'organiser cette Coupe du Monde qui a engendré ce nombre massif de morts dans la construction des infrastructures liées à cette Coupe du Monde. Et voilà. Et demain, c'est l'organisation sur une Coupe du Monde qui va faire qu'il potentiellement il va y avoir des morts si la FIFA ne s'en soucie pas. Et au moment de l'article du Guardian, je me suis mis un peu à la place des familles des Népalais, des Indiens, je crois qu'il y avait aussi du Bangladesh, du Sud-Est asiatique, tout ça, où ils se disent mon mari, mon père a espéré ramener une vie meilleure pour moi en allant là-bas. Et finalement, il n'en reviendra pas pour le football et pour ce qui reste un loisir. Donc voilà, pour tout ça, c'est compliqué. Moi, j'avais peut-être une petite question quand même sur
Qu'est-ce que tu penses de l'attitude, pour le moins très distanciée, des Bleus, alors que ce soit le groupe, que ce soit l'institution Fédération française de football? Est-ce que pour toi, parce que là, toi, effectivement, à ton échelle, évidemment que les joueurs n'allaient pas boycotter le mondial et c'est peut-être pas ce qu'on leur demandait. En revanche, est-ce que tu es quand même déçu de voir le peu de cas que peut en faire le champion du monde en titre, qui a quand même une valeur symbolique plus forte que les autres équipes? Je suis pas surpris du tout. Il faut quand même qu'on se mette dans un contexte qui aujourd'hui dépasse un peu les joueurs, un contexte institutionnel qui dépasse largement les joueurs. Je pense que beaucoup d'entre nous, on sait à quel point la France est impliquée dans l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar. Pour ceux qui en doutaient encore, je pense que vous avez vu le complément d'enquête sur le sujet qui montre tous les liens qu'on a dans l'attribution de cette Coupe du Monde. L'équipe en parlait encore hier. Et la Fédération française de football est liée au gouvernement, enfin au ministère des Sports. Les joueurs sont liés à la Fédération française de football. Je pense qu'ils essayent d'avoir le maximum de caution quand ils prennent la parole sur ce qu'ils vont dire. Le fait que Lloris le mette en avant là sur la conférence de presse et de dire qu'il va y avoir un geste, je pense que c'est ce qu'on pouvait imaginer, ce geste financier, et tant mieux s'ils le font et qu'ils mettent en avant toutes ces aides qui peuvent être apportées aux familles des victimes. Après, évidemment qu'ils n'allaient pas s'engager dans quelque chose de plus problématique vis-à-vis de l'État français et de la FIFA. Et après, honnêtement, les joueurs, j'en parlais avec des amis pas plus tard qu'il y a 2 jours, je crois, en disant, en expliquant, parce qu'on me posait aussi la question de collègues qui ne s'intéressent pas forcément au football et qui me disent, mais les joueurs, etc. Je leur dis, mais les joueurs, potentiellement, Nkunku, il aurait certainement préféré faire sa Coupe du Monde plutôt qu'être blessé parce qu'il ne sait pas dans 4 ans s'il va reparticiper à une nouvelle Coupe du Monde. C'est un événement tous les 4 ans qui est majeur pour nous et surtout pour eux. Donc, boycotter ce type d'événement alors que c'est quelque chose qu'on attend et qu'on ne reverra peut-être jamais, c'est hyper compliqué. Ou alors, c'est vraiment aller chercher très, très loin dans sa morale. Ça aurait été tout à leur honneur, mais c'est aussi totalement compréhensible qu'ils ne se positionnent pas là-dessus. Ouais, puis on a vu aussi toutes les déclarations de Noël Le Graët sur les petits coups de peinture qu'il faudrait. En fait, il n'y a quand même pas grand-chose qui… En fait, c'est l'image, effectivement. L'image générale n'est pas très bonne. Il y a d'autres sélections qui ont… J'ai entre guillemets préféré la sortie de Lloris, même s'il y a des choses à redire sur ces mots utilisés. Mais qu'en effet, le coup de peinture qui fait mal. Va falloir qu'on te laisse bientôt, Fabien, je crois, parce que tu as des obligations dans 2 minutes, très précisément. Donc, on va te laisser repartir. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Ça m'intéresse aussi de voir les réactions des gens et de pouvoir éventuellement en parler, leur répondre. Je regarde, mais il y a des questions qu'on t'a déjà posées, oui, sur justement la réaction à la lettre des Bleus, tout ça. Et là, je n'arrive… On salue la prise de position argumentée, en tout cas, et sans intérêt politique. Non, c'est vrai, non, mais ça, elle est juste pour que chacun puisse réfléchir dessus et voir l'importance de l'acte. Juste pour terminer, je voulais évoquer au début, je ne comprends pas la remarque qui me dit, et je l'ai encore eu ce matin par des collègues, qui me dit c'était il y a 10 ans qu'il fallait boycotter, c'est pas maintenant. Comment, il y a 10 ans, on pouvait, nous, citoyens, supporters, tout ce qu'on veut, boycotter quelque chose qui n'avait pas encore lieu? Comment on peut boycotter quelque chose qui ne se déroule pas? On ne peut pas boycotter une attribution. On n'a aucun pouvoir et on a vu à quel point c'était lié à l'action d'un homme, potentiellement, ou de 2 hommes français, le fait que cette Coupe du Monde aille au Qatar. Tout le monde en a pas, beaucoup, en tout cas de supporters et de passionnés de football, en ont parlé depuis 2010 du Qatar et on le voit régulièrement. Au début, on se demandait quand est-ce que ça allait être joué, cette Coupe du Monde. Ensuite, vraiment, si ça allait être joué, il y a eu des rumeurs comme quoi ça allait passer aux États-Unis. Il y a eu énormément de sujets de discussion sur le Qatar et les gens ont eu largement le temps de dire moi, ça ne me pose pas de problème, ou en effet, il y a des gros problèmes généraux liés à cette Coupe du Monde au Qatar depuis 10 ans. Par contre, l'action de dire « je ne m'y rends pas » ou l'action de dire « je ne regarde pas », elle ne peut pas être faite à d'autres moments qu'au moment où on prend ses billets de match ou ses billets d'avion pour ceux qui y vont, ou au moment où le match va être diffusé à la télé pour ceux qui la regardent. Donc pour moi, c'est une remarque qui est complètement infondée et injuste par rapport aux citoyens lambda qui vont prendre position par rapport à cette Coupe du Monde. C'est-à-dire, de toute façon, ça ne peut pas être à un autre moment qu'on boycotte. C'est le moment où il y a cette Coupe du Monde pour la boycotte.
Donc, il y a beaucoup d'autres arguments et de débats qu'on peut utiliser pour parler autour de tout ça. Et ça peut être aussi un super moment d'échange entre amis au moment d'un match pour éviter de regarder le match. Mais de parler de tout ça, il y a beaucoup de choses à dire, argument contre argument. Mais pour moi, cet argument du boycott n'est pas valable parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et j'essaye de lire une dernière question, mais je n'y arrive pas. Parce que c'est très flou. C'était une question importante sur la raclette. Mais on demande si tu es plutôt vin blanc. Raclette nature ou vin blanc pour samedi. C'était ça la dernière qu'on te demande. Les ours préférés. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Fabien. Merci monsieur, merci à tous et merci aux réactions sur le chat, c'était cool. Et bah, allez, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Merci.